Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, ça sera en tout cas des sujets très différents. On va commencer par quelque chose dont on a abordé la question la semaine dernière. On a parlé de petits blancs déo avec la sociologue Patricia Château. On remet une couche dans Causement Réunionnais. Bonsoir Patricia Château. Bonsoir Jasmine. On va revenir sur cette thèse sur les gens déo. On parlait des petits blancs. Alors, est-ce qu'il faut... Alors, petit blanc, yab, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, pour résumer rapidement l'interview précédente, je vais expliquer que je préférais parler de la société déo. Et puis, en sachant quand même que d'autres personnes ont plutôt abordé le sujet du petit blanc, c'est-à-dire, du petit blanc, du yab. C'est un peu rabaissant de dire yab, de dire petit blanc, ou c'est devenu aujourd'hui commun et on fait plus trop attention? Moi, je dirais qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, il y a des personnes qui défendent une identité qu'ils appellent la yabitude. D'ailleurs, il me semble que je ne sais plus qui est-ce. Quelqu'un va sortir un livre pour un petit peu parler de son histoire, de son enfance, son mode de vie, proche de la nature, un petit peu comment ça se passait. Et il appelle ceci, je pense, sa yabitude. En toute fierté. Petit blanc, yab, on va juste rappeler... ce sont les descendants des... Alors, c'est là que je reviens pour dire que je n'ai pas spécifiquement travaillé sur le groupe des petits blancs. Ouais. La question est arrivée quand il a fallu comprendre comment s'est constituée à La Réunion une société déo, c'est-à-dire un certain nombre de personnes, un peuplement constitué au fil de l'histoire dans les Hauts de l'île. Maintenant... dès le départ, effectivement, il y a un groupe que l'on va appeler les petits blancs, c'est-à-dire les blancs pauvres, qui vont donc attirer l'attention des différentes autorités par leur pauvreté, pour certains, pour d'autres. Parce qu'il s'agit de personnages qui deviennent inutiles, et pour d'autres, parce que, comme un petit peu ce qui se passe, on va dire, dans le royaume à cette époque, le vagabondage est interdit. Et on va quand même rappeler que ces petits blancs ont pour origine des métropolitains qui viennent non pas du haut du panier, mais qui viennent, soit on les a sortis de prison parce qu'on veut s'en débarrasser, soit on les a ramassés dans la rue. Il y a aussi quelques femmes qui ont été ramassées sur le trottoir. Je veux dire, c'est pas non plus, on peut pas demander à ces gens-là d'arriver à La Réunion sans rien et de tout de suite trouver une situation. Oui, mais en fait là, c'est quand même, si tu permets, reconsidérer un petit peu cette histoire. Je parle des premiers. Oui, ouais. Mais en ces termes, c'est quand même reprendre cette histoire avec, on va dire, un petit peu des repères actuels. Or, effectivement, c'est un royaume avec une paysannerie, avec une bourgeoisie qui émerge, avec des paysans qui s'appauvrissent, avec des vagabonds, avec, des pauvres airs, comme on dit, et donc là, maintenant, je le répète, il faut vraiment avoir fait, et dommage que les personnes qui se sont intéressées uniquement à la catégorie de petits blancs, du YAP comme ils disent, ne sont pas allés faire des biographies de ces individus. On aurait pu savoir effectivement, connaître leur origine. Moi, je sais très bien que, à Marseille, par exemple, on nous parlait d'un haut lieu de savoir, l'école des hautes études en sciences sociales, qui était autrefois une sorte de prison où on accueillait effectivement les gens qui étaient ceux dont on devait se débarrasser, etc. Et je reste là-dessus parce que, alors, le contexte est le suivant. Est-ce qu'on tient compte d'avant ou après 1848? Parce qu'après 1848, les esclaves affranchis vont eux aussi aller vers les hauteurs. Et est-ce qu'il faut se dire que avant, ce sont les petits blancs qui sont partis là-haut parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se mettre à l'abri, aussi bien de ceux qui pouvaient les enfermer par vagabondage, ou surtout parce que personne ne leur tendait la main non plus. Alors, toujours pareil. Moi, je reste un petit peu sur des étapes historiques, peut-être qu'elles sont un peu lourdes
Mais enfin, bon, il le faut tout de même. Bon, alors, on va dire la première période, celle avant la plantation de café, et même avant celle de la plantation sucrière esclavagiste. Effectivement, ces petits blancs, ce sont les pauvres qui ne peuvent pas faire l'échange de l'achat d'esclaves contre le fait d'habiter. On les appelle plutôt les habitants. Par la suite, certains récalcitrants refusent cet échange entre les navires de la compagnie et puis entre les navires de la compagnie et puis leur production, donc refusent d'être un habitant et sont plus ou moins comme ça, on va dire, des errants, etc. Bon. Mais par la suite, effectivement, au fur et à mesure que se développe l'économie industrielle sucrière, que ce soit esclavagiste ou post-esclavagiste, il y a un appauvrissement de la population des planteurs, parce qu'on va dire à ce moment-là, le petit blanc, on va l'associer aussi petits planteurs, et puis en opposition aux gros planteurs, puisque il va y avoir comme une sorte de concentration des terres. Donc, il y a aussi un changement économique. Lorsque la France décide que le café sera produit en Colombie et non plus à La Réunion, ceux qui pouvaient avoir un peu quelques plans de plantation de café n'avaient plus les moyens de vivre non plus. Ils venaient de perdre aussi les moyens de subsister. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je répète, c'est pour ça que je me suis pas non plus lancée dans dans des observations très très précises sur ce qui concerne l'intérieur de Déos, à savoir les Sillaos, Mafat et autres. C'est toute une histoire complètement qui n'est pas homogène. On n'a pas une population homogène. Déjà, Mafat, on peut dire, on est sûr que c'est le lieu des Marrons. Ensuite, pour Salazie, pour Salazie et Sillaos, c'était quand même l'empreinte, je veux dire, du souhait d'aménagement de ceux qui possédaient les terres, à savoir Elbourg offrait les eaux thermales, un petit peu aussi, comme je vous dis, comment on vivait là-bas dans c'était la bien colonie. sûr un développement endogène. Je veux dire, on ne pouvait qu'exploiter les richesses de voilà. l'île. Et pour Elbourg, effectivement, aussi Salazie, eh bien là, ça va être une première entrée pour aussi ces planteurs qui vont réclamer avec l'aide ces petits planteurs, donc ces petits planteurs sans propriété, sans argent, qui vont demander l'aide soit au gouverneur, en passant par des, j'ai oublié le terme, excusez-moi, les prêtres qui s'y trouvent, pour obtenir la possibilité d'exploiter et de faire vivre leur famille. Et il reste ce problème-là, c'est que on leur confère des terres, comme la canne à sucre avait déjà pris toutes les grands espaces, surtout il y avait les riches propriétaires qui, eux, avaient des esclaves, eux n'avaient pas cette main-d'œuvre. Donc, d'une part, ils n'avaient pas droit au terrain, je dirais, très, très cultivable, et surtout, ils n'avaient pas les moyens de cultiver des grands espaces. Donc, ils avaient une double peine, c'est de prendre les terres qui restaient, souvent dans des endroits pas très accessibles. Ensuite, il fallait qu'ils le fassent eux-mêmes. Oui. Et aussi, bien sûr, voilà, que les accès vers l'intérieur de l'île s'ouvrent, d'une part, et aussi que les propriétaires de cette partie des termes, ou aussi de Salazie et Elbourg, qui appartiennent à à des planteurs moyens, que cela accorde une place à ces petits. Et il y a une chose aussi quand même qu'il faut qu'on voit, je veux dire, que ce soit avant ou après l'abolition de l'esclavage, c'est les grandes familles qui vont s'accaparer vraiment la plupart des richesses de la Réunion. Et qu'on le veuille ou pas, quand on regarde pour les petits blancs, pour ce qu'il a resté, ils ne pouvaient que rejoindre peu à peu, surtout après l'abolition de l'esclavage, rejoindre un petit peu soit les marrons avant 1848, soit les esclaves affranchis après 1848. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il faut savoir que l'île, elle est traversée au départ, donc par ces immigrations externes, ces flux externes des différents pays que l'on connaît, et puis de migration interne. Donc on passe des hauts, des bas vers les hauts, et aussi, on va dire, des hauts du sud vers les hauts de l'est. Voilà, c'est quand même, c'est
Oui, c'est un peuplement toujours en évolution interne. Ça se verra surtout après 1848, puisque avec l'abolition de l'esclavage et avec l'arrivée des engagés, il faudra quand même de la main-d'œuvre. Et ces petits blancs-là, il fallait bien qu'à un moment donné, lorsqu'on leur propose du travail, même si c'était très mal payé, ils n'avaient pas le choix que d'accepter ce que les gros propriétaires leur proposaient et de devenir finalement, même malgré leur couleur, de devenir des engagés à leur tour, entre guillemets. Oui, alors là, ce sont plutôt, si on utilise des termes précis pour parler... C'est juste pour faire la comparaison avec les engagés indiens. C'est-à-dire aller travailler dans les champs de canne. Oui, mais si on utilise des termes de contrat, donc on voit bien que l'esclave n'est plus sous contrat de l'esclavage. Ouais. L'Indien va être sous un contrat d'engagé que certains considèrent d'engagisme, pardon, que certains considèrent comme étant un contrat de nouvel esclavage. Et puis donc ceux qui sont sans terre, qui vont passer par le métayage ou bien donner ou vendre, aller travailler quelque part sur les terres là où ils peuvent. On va juste dire que métayage, ce sera plus tard du colonnage. C'est pas la même chose, mais ça, c'est malheureusement, c'est ça. Justement, là, on voit aussi la force. On voit aussi que malgré la couleur de ces petits blancs, c'est pas pour autant que les gros propriétaires leur ont fait de cadeau, quoi. Je veux dire, ça a été aussi une main-d'œuvre qu'ils avaient besoin d'utiliser, d'autant que cette main-d'œuvre-là n'avait pas. Et là, vous m'excusez du terme, mais j'aime l'utiliser parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas un bon pédigré. Il n'y avait pas un bon CV, alors. Oui. Surtout la bonne place dans la société. Oui, vous parlez du petit blanc ? Entre autres. Vous voulez dire le petit blanc, plus il se rapproche du blanc, mieux il est intégré, plus il se malheureusement, raccroche. c'était pas le cas. C'était pas le cas. Bon, moi, je dirais que cette question, finalement, entre Non, je vais vous dire pourquoi je dis ça. En tant que sociologue, il y a quelque chose qui est intéressant. On parle toujours de l'esclavage. Quand on parle d'esclavage, on parle des Noirs. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'esclavage n'a pas commencé avec les Noirs. Les premiers esclaves étaient des Slaves. Et ce qui a amené d'ailleurs le mot esclave en termes étymologiques. Donc le premier esclave est donc bien blanc. Donc c'est pour ça que je disais qu'on revient à quelque chose qui était à l'origine, c'est que on utilisait la main d'œuvre qu'on en avait lorsque les Romains à l'époque ont envahi la Grèce. C'était pour avoir des esclaves. Hein. Je veux dire, c'était pareil dans tout, que ce soit des Noirs ou des Blancs, c'était d'avoir des esclaves. Et là, on revenait un petit peu à quelque chose d'assez originel. Oui, en fait, d'accord, l'esclavage a toujours existé, sauf que dans notre contexte, il se situe à un moment donné où des grands pays se lancent dans la conquête de pays nouveaux, hein, pour produire de nouvelles richesses et pour effectivement utiliser aussi la main-d'œuvre qui sera disponible. C'est là, justement, le calcul, lorsque on arrête le café, on passe à la canne à sucre, parce qu'apparemment, surtout, ce qui posait un peu le problème du café, c'est on avait ce climat qui ne correspondait pas à ce que voulait faire la France, et surtout sur la route des Indes. Il y avait d'autres possibilités. Lorsqu'on revient sur la canne à sucre, à l'époque, c'était quand même deux campagnes sucrières par an, et ça valait la peine. Oui, oui, beaucoup parlent. Moi, j'ai entendu effectivement parler des planteurs, hein, puisque c'était le terme qu'on utilisait pour agriculteurs, parler des périodes de faste et des périodes moins fastes. Il faut savoir que nous sommes, en parlant de ces cultures, que ce soit le café et la canne à sucre, on se situe là dans des cultures d'exportation qui sont donc à la merci de la situation du cours de ces denrées. Et de la position sur le marché mondial, quoi. Oui, cette position a fait que ça a donné le pouvoir aux propriétaires, pas à sa main-d'œuvre. Mais quand on regarde l'évolution de 1848 à, on va dire, jusqu'à 1950, il n'y a pas une vraie évolution. Parce que les hauts restent les hauts, et l'enclavement montre que il vaut mieux rester à mi-pente ou en bas pour travailler la terre. Mais à partir de 1950, lorsque le blanc commence à exploiter la terre des hauts, ça amène une autre image du Yab de la Réunion.
Moi, je vois ceci comme une période antérieure. Hein. Je le vois vraiment pas dans des juxtapositions comme ça de moments par rapport à, on va dire, au petit blanc et au gros blanc. Non, je respecte la sociologue, il n'y a pas de problème. Mais je veux quand même qu'on avance sur l'élément parce que aujourd'hui, quand on parle du yab, on retient sa couleur, on retient son langage, on retient une façon d'être, mais on ne se rend pas compte à quel point le petit blanc des Hauts a compté dans le métissage, a compté dans l'évolution et a compté aussi dans le développement économique. Surtout à partir de la mi-pente et à hauteur, à quel point le petit blanc a joué un rôle important dans le développement de la Réunion. Tout à fait. Tout à fait. Puisque pour l'économiste universitaire, j'ai oublié le nom, qui a travaillé sur l'économie de la Réunion, pour lui, vraiment, la question d'aller de produire le géranium au moment où la canne à sucre flanche, hein, c'est extrêmement important. Et il y a eu ces petits blancs, qui sont là, et puis aussi les autres populations libérées de leur contrat de servitude, hein, qui veulent rester à la terre s'ils ne sont pas sur les plantes, s'ils ne produisent pas, d'autres choses que de la canne à sucre. Il y avait deux contextes. Un, il fallait manger, et donc il fallait produire pour nourrir la population, surtout la population des Hauts, parce que eux, ils ne pouvaient manger que ce qu'ils produisaient, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens pour acheter. Mais en même temps, quelque part, ce qui a été le paradoxe, c'est lorsque ils ont commencé à nourrir ceux d'en bas. Pourquoi un paradoxe? Parce que pourquoi c'est un paradoxe? Parce que lorsque on contraint les autres à faire quelque chose parce qu'on veut s'enrichir, et lorsqu'on se rend compte après qu'on a besoin d'eux et qu'on dépend d'eux, c'est un paradoxe. Je n'arrive pas à suivre certainement, ou alors parce que cette question de l'autoconsommation et des cultures vivrières dans les Hauts, c'est deux choses différentes, mais ce sont des choses qui sont aussi qui existent aussi sur une même petite propriété, un même petit terrain en colonnage, ou même, je veux dire, chez un salarié qui va aller travailler dans les usines de canne à sucre et qui rentrait chez lui a eu droit à un petit lopin de terre parce qu'il va cultiver, il va s'occuper des cannes d'un usinier ou autre, hein, d'un groupe, et bien il a droit à son petit lopin de terre, et ben là-dessus, effectivement, il cultive et il fait l'autoconsommation. Mais maintenant, là, je vais peut-être prendre un exemple. Ça surprend si on dit qu'aujourd'hui, la plaine des Cafes, c'est le grenier de la Réunion, que le sud est plus dans le maraîchage et dans l'agriculture que le nord et l'est, ou c'est une évolution normale des petits blancs sur cet espace qui a été les Hauts et aussi le sud. Je crois surtout qu'il faut faire attention à différentes catégories lorsqu'à un moment donné on veut parler de la même chose ou des choses différentes. Parfois, pour parler de la même chose, on va plutôt s'intéresser à qu'est-ce qu'a fait le petit blanc. Ou alors parfois on va se dire où était la place de l'autoconsommation au sein de cette production. Donc il faut vraiment savoir ce sont des manières d'exister. Et ce sont des petites productions ou des productions différentes. Et puis, par exemple, cette notion de petit blanc, moi, je l'ai retrouvée également ailleurs qu'à La Réunion, dans un roman aux États-Unis. Lorsque, à l'émancipation donc, des esclaves, il y a un roman parce que je n'ai pas eu l'occasion de lire autre chose, il y a donc un auteur qui raconte très bien cette libération de main-d'œuvre et le blanc moins riche à qui est embêté, et alors on fait parler, on fait un petit peu un dialogue entre les deux. Alors le blanc pauvre il dit à l'autre, tu es libre, tu peux prendre un bout de terre, mais moi je prends je prends les meilleurs. On va s'arrêter là, parce que je crois que l'histoire est toujours la même. Celui qui a les moyens prendra toujours celui qui rapporte le plus. Patricia Château, j'allais dire qu'en tant que sociologue, ne pas discriminer, ne pas catégoriser, c'est un élément important. On reviendra là-dessus, on reviendra en tout cas sur l'histoire de la Réunion. On le suivra parce que comme nous sommes dans l'année du
170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. On aura encore le temps, jusqu'au mois de décembre, de décortiquer un petit peu le peuplement de la Réunion. On en parlera de plus en plus jusqu'au 20 décembre. Mais je crois que c'est normal, parce qu'au-delà, il y a une justice à rendre. Toutes les communautés de la Réunion ont plus ou moins une fête, un moyen de reconnaissance. Et pour l'instant, nos petits blancs des hauts n'en ont pas. Et nous, on va essayer de faire en sorte que demain, on les regarde avec autant de respect qu'on regarde toutes les autres communautés de la Réunion. Merci, Patricia Château. Nous, on va juste tourner la page pour recevoir notre prochaine invitée.